Alors on va faire un exercice un petit peu particulier. Alors d'abord, je remercie tous les participants qui sont ici à cette table ronde, parce que vous avez, je pense, mesdames et messieurs, la fine fleur du commerce extérieur français qui peut vous aider et qui prend des décisions dans les dispositifs d'appui et des aides financières qui sont le nerf de la guerre, parce que je pense qu'on peut le dire, vu tout ce qu'on a dit ce matin et tout ce qu'on a dit avec le ministre. L'international, ça demande des investissements, et les investissements, il va falloir les financer à un moment donné, où il va falloir trouver des organismes d'appui pour essayer tout simplement de trouver des relais de croissance pour nos PME, PMI. J'ai une gentille entreprise que vous avez vue tout à l'heure, qui est à côté de moi, en la personne de Erwan Charton. Erwan, on dit ? Erwan Charton, avec un micro, ça sera mieux, qui est responsable du développement d'une entreprise qui s'appelle PVI, qu'on a nommée tout à l'heure, qui est lauréat des trophées projet export qu'on a fait avec le CIC tout à l'heure, et avec un très beau prix parmi plus d'une centaine de candidats, et qui va nous servir de cobaye. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, puisque c'est un vrai cas. Donc quand on a parlé avec Erwan, on s'est dit, après tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour PVI? Et il avait vraiment des besoins de financement pour son entreprise. Donc on s'est dit, tous ensemble, là, en live, parce que là, on est vraiment en live. Hein, on pourrait tous témoigner qu'on a assez peu préparé la chose. Ils rigolent tous, parce que c'est vrai, on n'a pas du tout préparé la chose. C'est un vrai cas sur lequel on va analyser en direct et sur lequel on va essayer de s'identifier, un peu comme vous, hein, ça aurait pu être vous tous, ici présents, sur lequel on va essayer d'analyser, de savoir comment on va pouvoir faire pour l'aider. Déjà, Erwan, qu'est-ce que fait PVI rapidement? Alors, bonjour à tous et merci pour cet exercice et évidemment pour le prix de ce matin. PVI, c'est une entreprise donc, qui a comme potentiel de développement important et maintenant comme principal business model de réaliser des solutions technologiques pour véhicules électriques et véhicules électriques de plus de 3,5 tonnes. Donc on est en train de parler de bus, de camions de service, bennes à ordures ménagères, etc. Et l'idée, c'est de transformer tous ces camions d'application urbaine, tous ces véhicules d'application urbaine en véhicules électriques. Notre société travaille dans les véhicules électriques depuis maintenant très longtemps, depuis près de 20 ans. Il y a eu une énorme pause en fait, qui était liée aux technologies de batterie. On a recommencé en fait, à investir beaucoup d'argent dans un programme de recherche et développement pour réaliser des chaînes de traction basées sur les technologies de batterie lithium-ion, donc qui sont les mêmes que celles que vous avez dans vos téléphones et celles que vous aurez donc, dès l'année prochaine sur un certain nombre de véhicules électriques qui circulent en France. Et on a donc réalisé ce programme entre 2006 et 2010 et on a commencé à commercialiser des véhicules équipés de ces solutions technologiques à partir de 2010. Donc on a eu un chiffre d'affaires qui a beaucoup grandi en fait en France essentiellement entre 2009, 2010 et 2011. Aujourd'hui on est leader en France sur ces marchés qui restent des marchés de niche. Alors ce sont des marchés en croissance, mais aujourd'hui la demande elle n'est pas en France. Elle est mondiale. Elle est mondiale, tout à fait. Alors donc il y a 3 ans vous faisiez 0 chiffre d'affaires sur ce type de produit. Tout à fait. Aujourd'hui, vous faites... Alors l'année dernière, on a fait 1,5 million, puisque c'était notre première année de commercialisation. Cette année, on va terminer aux alentours de 11 millions. Wow. Alors, on n'est pas Google, donc on ne continuera pas à faire x7 ou x8 chaque année. Alors là, principalement en France pour l'instant. Aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement en France, avec 2 business models. Le premier, et ça, ce sera unique à la France, qui est qu'on commercialise directement certains véhicules nous-mêmes. Et après, deuxième business model, c'est qu'on vend en fait des solutions technologiques à des manufacturiers. Donc par exemple en France, il s'agira de Renault Trucks, qui est un de nos clients. Et justement, l'idée à l'international serait de trouver des équivalents de ces partenariats pour pouvoir augmenter en volume. Alors, Erwan, donc pour l'instant, vous faites... Donc l'entreprise fait quel chiffre d'affaires en global? Au global, elle fait 27 millions d'euros. 27 millions d'euros. Vous êtes combien de personnes? 130, toutes basées en Seine-et-Marne, à quelques exceptions près, mais sinon toutes basées en Seine-et-Marne. 130 personnes en Seine-et-Marne. L'entreprise est rentable? L'entreprise est rentable. Par contre, j'en profite pour remercier aussi le CIR qui nous permet aussi d'être rentable, puisqu'aujourd'hui, on dépense
aux alentours de 12 ou 13% de notre chiffre Crédit impôt d'affaires en recherche. R&D. Voilà. D'accord. Et le CIR nous permet à la fin de rééquilibrer un net la R&D. largement positif. Ok. Vous exportez où jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, on exporte en fait des petits composants en Afrique du Nord et en Europe. D'accord. Mais qui ne sont vraiment pas le cœur de notre valeur ajoutée. Alors, si j'ai bien compris, vous avez deux projets aujourd'hui. Un sur le Canada et l'autre sur la Chine. Alors en fait, exactement. On a commencé déjà à réfléchir. Maintenant qu'on peut proposer à n'importe quel partenaire potentiel ou à n'importe quel client à l'export de prendre un avion et de venir en France pour prouver que nos technologies fonctionnent. C'est très important de montrer que ce n'est pas uniquement quelque chose sur un ordinateur, mais qu'effectivement ça roule. On a essayé d'étudier un peu dans les différents pays où est-ce qu'il pouvait y avoir un potentiel. Il faut être honnête, dans les véhicules électriques, un des grands potentiels, c'est aussi lorsqu'il y a une volonté publique de développer les véhicules électriques sur le territoire national. Alors, je vous coupe, vous avez analysé ce potentiel comment? Alors, on a analysé ce potentiel parce qu'en fait, ça reste malgré tout un micro-marché et que ce qu'on va appeler tout ce qui est incentive public, on a pu les appréhender, entre guillemets, avec simplement Internet et des contacts que nous, on pouvait avoir à l'export. Après, on a utilisé UbiFrance pour confirmer en fait une première appréhension qu'on pouvait avoir, notamment en Amérique du Nord et en Chine. On a réalisé des missions de prospection sur ces territoires. Alors, raconte-moi, je me tourne vers UbiFrance. Bonjour. Bonjour. Alors, raconte-moi, l'entreprise cherche un marché, je me sers du cas d'école de PVI. Est-ce que tu aurais pu lui proposer une veille technique et technologique? Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, une étude de marché, ça, UbiFrance sait faire, à peu près dans n'importe quel pays du monde. UbiFrance sait faire. UbiFrance sait aussi réassurer des destinations stratégiques et prioritaires pour une entreprise, c'est-à-dire, ben voilà, je suis déjà implanté sur tel marché, j'ai envie de me développer sur tel marché, est-ce qu'il y a vraiment des opportunités? Oui, on sait faire, puisqu'on a un réseau de 1000 personnes à l'étranger qui recueille cette information en permanence, qu'on peut mettre à disposition d'une entreprise de manière ponctuelle. Donc, est-ce qu'il y a aujourd'hui des prestations de veille stratégique globale? C'est-à-dire, est-ce qu'en gros, tu pourrais dire à une boîte, est-ce que je suis capable de faire de la veille strat globalement sur un secteur ou sur une filière, ou est-ce que ça n'est pas encore à ce point-là? Ce que l'on sait faire, c'est effectivement désigner des opportunités de marché à une entreprise. On peut appeler ça de la veille stratégique, mais c'est effectivement, je vais plutôt le dire comme cela, des opportunités de marché sur une entreprise en fonction d'un marché et de son secteur d'activité. Ça, on sait le faire. Ensuite, de la veille stratégique globale, c'est pas tout à fait intéressant. Ce qu'on va savoir mettre en œuvre après, c'est effectivement une veille sur mesure pour l'entreprise à partir de cette information de base. D'accord. Salons, parce qu'en fait, dans votre métier, est-ce qu'il y a des salons d'abord internationaux? Bien sûr, il y a des salons. Donc, en fait, on a réalisé cette année, comme on souhaite vraiment pouvoir réaliser du chiffre d'affaires export dès 2012. On a réalisé cette année donc à la fois des missions de prospection pour connaître les marchés qui avaient un intérêt, puisque de toute façon, vu la taille de notre société, on ne peut pas s'adresser à tous les pays du monde, donc on a été obligé de choisir. Et on a réalisé également des salons, donc on en a réalisé plusieurs cette année, dont certains effectivement avec... Sur des pavillons France? Sur des pavillons France, tout à fait. Je pense notamment au salon salon d'Hanovre. d'Hanovre. À Hanovre, je crois. Tout à fait, exactement. Donc nous sommes allés à Hanovre, et ce qui nous a permis de pouvoir montrer effectivement notre technologie, puisque là, la clientèle était très internationale. Alors là, comment ça se passe? Je suis une entreprise, Nanda, je veux participer à un salon. UbiFrance, en gros, a un programme, je ne sais pas combien de salons, le programme UbiFrance? C'est un programme d'un millier d'opérations, mais si on revient sur le sujet Hanovre, c'est intéressant, puisque le pôle Moveo auquel vous appartenez, le pôle de compétitivité auquel vous appartenez, et la région Île-de-France, avec les chambres de commerce de Paris et de l'Île-de-France, avaient décidé de se positionner sur ce salon, puisque cette année, la France était invitée d'honneur de Hanovre. Donc c'était une occasion de buzz pour l'industrie française. Et donc, quand les régions se sont mobilisées, c'était le cas de l'Île-de-France, avec le plan filière porté par Moveo et les chambres de commerce, eh bien, effectivement, il y a eu dans le pavillon France, des pavillons Île-de-France et des pavillons là, sur... Moi qui suis entreprise, tu me finances quoi là? C'est-à-dire, en fait, tu fais quoi pour moi? L'entreprise va pouvoir participer, ce qui est financé, c'est l'offre de services logistiques à prix coûtant, subventionné globalement
sur un pavillon France à peu près à hauteur de 30% des coûts réels. C'est à la fois le service, retenir quand une entreprise participe à un pavillon, quelquefois Ubifrance a dû retenir les mètres carrés 2 ans auparavant, donc c'est de l'avance en trésorerie, c'est les endroits stratégiques qui sont choisis, c'est toute la logistique effectivement de l'aménagement du stand. Et puis c'est aussi tout l'effet communication, networking, le buzz qu'il va y avoir autour des entreprises présentes sur le pavillon France. Donc tu communiques sur les gens qui y participent, c'est ça ? Communique, et plus si l'entreprise est intéressée, et plus aussi si l'entreprise le souhaite, que ce soit en coordination avec nos bureaux Ubifrance de l'étranger ou avec les bureaux des chambres de commerce, on peut mettre en œuvre un programme de rendez-vous sélectifs pour l'entreprise sur son stand. On appelle ça des rencontres B2B. Et ça, on le développe énormément. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que de préposer du mètre carré aménagé aux entreprises. C'est un environnement global. C'est ça l'importance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ensemble, avec l'ensemble des acteurs, on s'organise pour proposer un programme de présence sur les salons. Ce qui veut dire qu'il faut en fait aller regarder sur le nouveau site internet qui a été lancé par le ministre ce matin. Import-export.gouv.fr, c'est ça? Ou le portail export. Il y a le programme France qui est dessus, ou sur votre site internet d'Ubifrance d'ailleurs. Il y a un site aussi, programme France Export. On va le retrouver. Et on va regarder s'il y a une opération, c'est ça? On est en Île-de-France, il y a un portail virtuel qui s'appelle Île-de-France International, qui a été porté par la Chambre de commerce. Il est sur Île-de-France International. On le trouve partout. Le programme France Export, on fait Google, on tombe dessus. Mais effectivement, on peut se renseigner comme ça en utilisant le vecteur Internet. Et puis aussi, on peut aller voir n'importe quel acteur de l'équipe de France, en l'occurrence que ce soit sa chambre de commerce, son pôle. Donc toutes ces opérations sont déjà préfinancées, entre guillemets, pour l'entreprise contribuable qui pourrait y participer. À hauteur de 30% des coûts réels. Je retourne vers Dominique Brunin pour les chambres de commerce. Est-ce que s'il était venu voir, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs, en amont, tu n'aurais pas pu, parce que souvent on ne sait pas quel marché ou quelle est la portée du marché sur lequel on va se positionner. Est-ce que dans un programme type nouveaux exportateurs, on n'aurait pas pu apprendre ça, on n'aurait pas pu faire cette analyse? Oui, allô? Oui. Ouais, ça marche. Oui, bien entendu, l'avantage des chambres de commerce et d'industrie de France est la proximité des entreprises et la mise en place de toute une série de programmes type nouveaux exportateurs permet effectivement d'accompagner l'entreprise dans ses premières réflexions, dans ses premières décisions, dans ses choix, dans les outils à mettre en place, dans les procédures à mettre en œuvre pour se renforcer, obtenir la masse critique, les moyens en termes de ressources humaines, voire les moyens financiers, s'orienter sur le bon marché. En vous écoutant, visiblement vous êtes sur des pays qui sont des pays développés, en tout cas pour les États-Unis, le Canada, la Chine c'est autre chose et c'est la taille certainement du marché qui est intéressante, mais on peut aussi se poser la question de savoir si sur des pays par exemple du bassin méditerranéen avec les difficultés de transport, sur des pays, je ne parle pas de l'Égypte mais peut-être du Maroc ou de la Tunisie, qui vont mettre en place des plans solaires extrêmement importants, qui ont un souci, qui doivent développer un souci à la fois sociétal et environnemental, il n'y aurait pas eu aussi quelque chose à regarder sur ces destinations-là. Et donc c'est le rôle effectivement des conseillers en développement international des chambres de commerce et d'industrie en France, qui sont d'ailleurs pas que sur l'international. Ils travaillent avec leurs collègues des réseaux innovation, ils travaillent avec leurs collègues des réseaux formation à l'intérieur des chambres de commerce et d'industrie pour accompagner et surtout, je dirais, pas accompagner automatiquement l'entreprise sur des marchés extérieurs, mais accompagner l'entreprise dans sa réflexion et dans la mise en œuvre d'un plan de développement stratégique. Ok. Alors, on va avancer un tout petit peu. Sur la Chine, alors sur le Canada, vous êtes au départ, si j'ai bien compris, donc vous êtes en train de chercher des débouchés, donc là il va falloir faire des salons, peut-être aller voir si Ubifrance ne peut pas faire des salons à droite à gauche. Et sur la Chine? Alors, en fait, effectivement, on est vraiment à 2 stades différents. Le premier, l'Amérique du Nord au sens large, où on a commencé simplement à rencontrer des acteurs, et je pense que c'est un travail qu'il faut continuer, donc ça veut dire que simplement il faut continuer des allers-retours, il faut réaliser des salons, il faut continuer à se faire connaître. On n'en est pas encore au stade où on réfléchit à mettre noir sur blanc un véritable accord de partenariat.
En Chine, on est à un stade un peu plus avancé, où là, après avoir rencontré de nombreuses sociétés avec un certain nombre de problèmes, aussi bien de sécurité, d'implantation, etc., pour certaines propriétés intellectuelles, parce que ça fait partie aussi des difficultés de l'export, on a fini par créer un climat de confiance, effectivement, avec une société qui, en fait, fait partie des leaders dans le pays de tout ce qui est véhicules de service dans les villes. Et donc là, on va signer, j'espère, un MOU d'ici à la fin du mois prochain, avec pour objectif de réaliser un premier véhicule démonstrateur avec lequel ils feront le tour du pays, donc sachant qu'ils ont 35 agences localisées, de telle façon à ce qu'on puisse obtenir en fait un carnet de commandes minimum. Et dès qu'on obtient ce carnet de commandes, donc qui sera d'environ 75 à 100 véhicules, à ce moment-là, il faut qu'on s'implante localement avec une zone d'assemblage pour pouvoir être à proximité de nos clients. Donc en gros, vous allez signer ce protocole d'accord. Il va falloir mettre quelqu'un pour faire le tour, pour construire un véhicule de démonstration, mettre quelqu'un pour faire le tour des popotes pour avoir en fait, des commandes. Alors, il va falloir déjà qu'on investisse dans ce premier véhicule démonstrateur, même si notre partenaire, lui, est prêt à investir, même de façon majoritaire. Il faut que nous aussi, on fasse un effort financier pour cette première étape de démarrage. Ça, c'est important. Après, il va falloir faire le suivi, justement, de ce véhicule de telle façon à ce qu'il puisse être mis en route donc, localement. Ça veut dire quoi ? Il faut mettre quelqu'un là-bas ? Alors, on va mettre quelqu'un là-bas, je dirais, une fois que le véhicule part, sachant qu'une fois que le véhicule part, il faut également qu'il soit intégré aux contraintes locales. Et là, effectivement, il faudra qu'on ait au moins 2 personnes là-bas pendant l'équivalent de 1 à 2 mois. Et parallèlement à ça, il faut qu'on ait un bureau de représentation aussi sur place. À partir du moment où notre véhicule et notre technologie est localisée, il faut qu'on ait un bureau de représentation, et ce, pendant toute la durée derrière de la phase de commercialisation et d'obtention du premier carnet de commandes. Et on espère que d'ici 1 an, on en sera justement à travailler, cette fois-ci, sur la création d'une zone d'assemblage locale. Là, il y en a pour quel investissement, à votre avis ? Sur la zone d'assemblage, au départ, on va commencer, je dirais, petit format, on va dire ça comme ça. Je pense qu'on peut en avoir pour un peu moins d'1,5 million, ce qui, à l'échelle de notre société, néanmoins, représente beaucoup d'argent. Mais c'est... Ok. Y compris l'implantation avec le bureau de rep, etc. Je pense qu'on peut tout faire avec ce budget. Qui peut, à mon avis, peut-être monter à 2 millions, mais il s'agit éventuellement surtout de l'affiner au fur et à mesure des mois. Sylvie Portero. Coface. Nous avons un cas d'entreprise. Tout est bien que j'allais revenir vers toi. Avec une entreprise qui veut démarcher sur le Canada. Donc là, avec une démarche long terme, du lobbying, etc. Qui veut financer un bureau de rep et financer potentiellement, je ne sais pas si tu sais faire ça, un prototype pour qu'il puisse l'envoyer, et ensuite faire du suivi commercial. Comment est-ce qu'on peut aider l'entreprise avec l'assurance prospection ? Peut-être redéfinir le principe de l'assurance prospection pour les gens qui nous écoutent. Bonjour. Alors, l'assurance prospection correspond exactement, a été bâtie pour répondre exactement à la problématique que vous avez décrite, à savoir, et je dirais même que vous avez même anticipé par rapport à l'assurance prospection, parce que vous auriez pu nous voir même avant de réaliser toutes les démarches que vous avez déjà réalisées. Oui, c'est ce que je dis, il est arrivé trop tard. Non, il n'est pas trop tard, mais votre dossier est suffisamment mature pour qu'effectivement il nous intéresse à double titre. Le premier, c'est qu'effectivement, vous avez déjà identifié 2 pays cibles. Et c'est très sage parce que il vaut mieux commencer par assurer certains courants d'affaires avant de vouloir se disséminer partout dans le monde. Avez-vous déjà une structure export dans l'entreprise ou pas ? Oui, mais alors qu'il va s'agir de considérablement renforcer quand même. Alors, l'assurance prospection, donc en 2 mots, vous permet, donc cette assurance prospection, elle est gérée par la Coface qui intervient pour le compte de l'État. Et donc l'État souhaite, comme je pense tout le monde l'a compris ce matin après les interventions qui ont eu lieu, souhaite développer l'exportation.
Donc avec l'assurance prospection, vous allez pouvoir, après avoir établi un budget, venir nous voir. Vous nous contactez sur notre site internet, vous faites votre demande en ligne. Cette demande en ligne est très rapide, elle vous prendra une demi-heure maximum. À partir du moment où vous êtes entré sur le site COFAS, vous allez être pris en charge. Pour un montant de l'ordre de ce que l'on a imaginé là tout de suite, la réponse va prendre moins rapide. En gros, c'est quoi? C'est moins de quoi? Moins de 200 000 euros? Moins de 50 000 euros en budget annuel. La réponse est donnée en 48 heures. Pour un dossier comme le vôtre, assez conséquent, on va considérer qu'un mois va être nécessaire. Mais là, tu vas faire quoi, là, en fait? Alors, ce que je vais faire, d'abord, c'est l'entreprise qui va commencer à donc, elle pianote, elle voilà. rentre quoi, d'ailleurs, sur le net? Alors, elle va commencer par rentrer son identifiant, son code sirène. À partir du moment où son code sirène est entré, elle va voir qu'on la connaît déjà. Et donc, elle va être étonnée, elle va voir son nom apparaître, son siège, etc. Elle va nous rentrer ses besoins, c'est-à-dire quel budget, quel pays, et pour quelle durée. Donc ça, c'est... Donc là, Chine, 3 ans, parce qu'il faudra 3 ans, et pour 1 million d'euros. Par exemple, alors soit vous pouvez opter pour un seul dossier avec les deux pays, ou vous voulez dissocier pour une raison qui vous appartient. Donc imaginons qu'on reste sur la Chine. Donc Chine, vous allez identifier la zone Chine. La durée qui vous semble nécessaire pour obtenir des résultats. Imaginons que vous ayez demandé 1 an, vous aurez vite répondu qu'1 an c'était trop court. Donc là, sur la Chine, on va envisager une relation de 3 ans, voire peut-être 4 ans. Pendant ces 3 ou 4 ans, vous allez dépenser. Et, donc là, tu fais quoi? Tu me donnes 1 million d'euros, la cash? Non, pas cash, parce que pour un montant comme ça, on a un comité de décision qui se tient à Bercy 2 fois par mois. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut à peu près 1 mois pour répondre. Tu vas faire quoi? Comment? Là, tu vas faire quoi? Donc, elle est innovante, donc elle va pouvoir, je sais pas... Alors donc, vous demandez 1 million. Donc, on enregistre tout ça. On va vérifier. À partir du moment où la demande va être enregistrée sur Internet, donc nous vous connaissons, on va vous contacter et on va vous dire, premier point numéro 1, la Chine, d'accord. Point numéro 2, le budget, 1 million. On va regarder de quoi est composé ce million. Frais de représentation, très bien. Établissement d'un prototype, très bien. Établissement d'un site de production, alors là, peut-être un peu moins bien, parce qu'il ne faut pas que ce soit considéré, que votre démarche soit considérée comme une démarche de délocalisation. Donc, ce n'est pas non a priori, mais ce n'est pas non non plus a priori. Donc, il va falloir que vous nous démontriez que grâce à ce site de montage, vous allez continuer à faire prospérer votre site au niveau France. Et qu'est-ce qu'il nous reste à élucider? Rien. Ces fonds propres, ils sont suffisants parce que... J'ai pris le temps quand même. Je savais très peu de l'entreprise, mais je connaissais son nom, donc je suis allée vérifier. Tout va bien. Parce qu'en fait, il y a un rapport à fonds propres quand même, il faut le dire. Oui, tout à fait. Tu peux aller jusqu'à combien des fonds propres? De toute façon... Elle veut pas le dire. Non, mais on va jamais... Non, attendez. Les seuls cas où c'est vraiment très difficile d'intervenir, c'est quand la société a des fonds propres négatifs. Bon, d'accord. J'ai 200 000 euros de fonds propres, je ne peux pas avoir 1 million. Non. On va limiter notre intervention au montant des fonds propres au maximum. D'accord. Donc voilà, donc mesdames et messieurs, n'allez pas demander plus d'argent que vos fonds propres. Ils peuvent demander, mais après, voilà, on peut tout demander. Et ensuite, éventuellement, il y a une petite restriction. Donc là, en ce qui vous concerne, compte tenu de la taille de votre entreprise et de vos résultats tels que j'ai pu les regarder très rapidement, vous êtes tout à fait éligible. Donc, encore une fois, le seul petit point touchy, c'est l'atelier de production, ça il faudrait qu'on regarde. Mais sinon, tous les frais, donc les frais de représentation, tous les billets aller-retour, évidemment, de vos collaborateurs, tous ces frais-là, les frais de documentation, tous ces frais pourront faire l'objet d'une assurance prospection. Alors, à partir du moment, imaginez que vous venez ce soir, vous faites votre demande en ligne, on vous donne une réponse très rapidement. À partir du moment où vous êtes prise en charge, vous allez commencer à dépenser. Et au bout d'1 an, à la date anniversaire du moment où on aura topé, on fera les comptes. Donc vous allez vous dire, bon, j'avais un budget d'1 million, j'ai dépensé 1 million. Attends, on fera les comptes comment? Vous allez nous déclarer vos dépenses. Donc il faut que je te fasse toute une liasse avec toutes les dépenses et tout? Uniquement sur la base déclarative. Donc vous allez effectivement conserver quand même un historique de vos Donc je te fais une déclaration, j'ai dépensé ça, tac. Ouais. Et elle sera en ligne même maintenant.
Elle sera en ligne. Ouais. Donc la demande en ligne, la liquidation en ligne, vous allez nous déclarer, effectivement, j'avais prévu de dépenser 1 million, j'ai dépensé 1 million. Et comme vous êtes une société probablement innovante, évidemment. Voilà, donc vous allez bénéficier d'une quotité garantie de 80%. C'est-à-dire donc sur quotité garantie, c'est-à-dire c'est-à-dire que nous allons intervenir et nous allons vous indemniser à hauteur de 80% du montant des dépenses qui auront été réellement engagées, dans la limite bien sûr de ce qui aura été accepté. Je peux le dépenser en plusieurs années là? Oui. Là, on est parti sur une base simple pour simplifier l'exposé. Je peux être sur 3 ans, avoir ce million et demi d'euros à dépenser sur 3 ans. Oui, de toute façon, chaque année, je t'envoie un truc, j'ai dépensé 300 000 euros. Ouais. Chaque année, tu vas me faire 80% de 3 000 euros en chèque sur la table. Ouais, en virement même. En virement. Voilà. Super. J'y garde? Alors, vous êtes indemnisé pendant les 3 années ou les 4 années de votre contrat. Va suivre... derrière ces années de garantie, une période dite d'amortissement. Et à partir du moment où... C'était trop beau. Il va falloir les rembourser. À partir du premier anniversaire, on va commencer à s'intéresser éventuellement aux rentrées que vous allez commencer à avoir, aux factures que vous allez réaliser. Là, dans votre cas, probablement, on ne va pas s'attendre à avoir des rentrées en première année. Ce sera... généralement un peu difficile. Ouais. Donc, la première année, vous serez indemnisé probablement. Deuxième année, peut-être un petit peu de facturation. Donc, dans ces cas-là, si vous facturez, dans le cas de produits comme ça, on va s'amortir à hauteur de 7% de ce que vous aurez facturé. Vous facturez 100, on retiendra 7%. Donc, à chaque fois qu'ils vont pour 100, il va mettre 7 de côté pour te rembourser toi. Ouais. En Chine, hein, évidemment, c'est vendu en Chine. Bon, voilà. Okay. Et ceci pendant toutes les années de garantie, plus la période d'amortissement qui sera égale. Si on a 3 années de garantie, vous serez ensuite en période d'amortissement pendant 4 ans. Et petite question au passage, en termes de remboursement, on vous rembourse le montant que vous avez prêté ou plus que le montant que vous avez prêté? Non. Alors, ce n'est pas un prêt, c'est une assurance. Hein. Donc, en fait, on vous a indemnisé. Et pour solde de tout compte, à la fin du bout, après la période de garantie et d'amortissement, il y aura un trait définitif qui sera tiré. Et si malheureusement pour nous, les facturations, on aura pris un risque sur vous, et peut-être que le développement ne sera pas au rendez-vous, en tous les cas aussitôt qu'on l'avait espéré. Et dans ce cas-là, malheureusement, pour nous, le dossier sera déficitaire. Et à supposer que vous soyez vraiment très chanceux, et enfin plus que chanceux, que vous soyez successful, et dans ce cas-là, vous ne rembourserez jamais plus que ce qui a été indemnisé. J'ai fait un petit calcul avec ma calculette. Donc monsieur devra, parce que tu lui donnes 1 million d'euros, donc il devra faire 14 millions d'euros pour te rembourser. Donc s'il ne fait pas 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en Chine, eh ben, en fait il ne te remboursera pas. Enfin, ou partiellement. Voilà, à hauteur de ce qu'il a fait, à hauteur des 7%. C'est clair? C'est ça? C'est vachement bien. Oui, c'est très très bien. Et alors, il a 5 ans pour le rembourser? Non, c'est ça? Non? Si on est parti sur 3 ans, plus 4 ans, ça fait 7 ans. 7 ans, pardon. Alors, il y a un petit détail quand même, sur 7 ans. Ouais, donc, c'est 14 millions cumulés pendant les 7 années. Ouais. Ouais, donc, c'est plus probable. Hein. Disons que vous faites du chiffre d'affaires au bout de 4 ans, ça fait 400 000 euros de chiffre d'affaires par an. Oui, mais avantage... Non, ça fait pas 4 millions d'euros de chiffre. Oui, avantage quand même, ce chiffre d'affaires, je souhaite que vous l'obteniez, mais vous n'en êtes pas certain, on est d'accord. Donc là, le risque, c'est nous qui le prenons. Alors, on a quand même oublié de mentionner un petit détail, mais je vais être quand même honnête, il y a une petite prime à payer. Et il y a une prime. Il paraît qu'elle doit baisser. Qui dit assurance, dit prime 2%. 2%, chaque année. Sur le montant. Ah, pas négligeable. 2% sur le montant de l'engagement, pas sur le montant des frais qui ont été remboursés. Non, 2 montants sur le budget qu'on vous accorde. Oui. D'accord. Ok. Alors, il y a un problème dans cette histoire. Alors d'abord, je fais une petite parenthèse pour ceux qui n'auraient pas compris. Donc, si vous prévoyez un chiffre d'affaires d'1 million d'euros et que vous demandez 500 000 euros, c'est sûr que la COFAS ne vous les donnera pas, parce qu'elle va calculer pour faire en sorte qu'il faut que ça s'amortisse. Je me trompe? Oui, il faut quand même qu'on ait une probabilité de s'amortir. Oui. Donc il faut que vous ayez quand même un chiffre d'affaires prévisionnel qui soit amortissable sur la période de garantie de la COFAS. Sans ça, de toute façon, elle va réduire votre budget. Et si je me trompe? Bon, donc il faut faire un petit calcul en sens inverse. Vous prenez votre calculette, vous divisez par 0,7%, et comme ça, vous saurez le montant que vous pouvez mettre. Oui.
Ça, c'est évidemment si on ne veut pas avoir de réduction. Mais enfin, la ficelle est un peu grosse quand même. On va vérifier que ce chiffre d'affaires théorique est plausible par rapport à la stratégie de l'entreprise et par rapport au chiffre d'affaires qui est déjà réalisé. Là, vous avez quand même beaucoup de bons points dans votre dossier là, que je ne connaissais pas. C'est trop fort. Non, mais vous avez beaucoup de bons points parce que vous avez déjà une référence en France. Donc vous avez Renault Trucks. Bon, ça veut dire que pour Coface qui va analyser votre dossier, vous êtes déjà capable de prouver que vous avez eu un partenaire en France et un chiffre d'affaires réalisé. Ça, c'est un très bon point. Et puis, encore une fois, compte tenu de la taille de votre entreprise, il n'y a absolument aucun problème. Donc je vous engage. Bon, ça y est, elle a dit oui. Hein. Vous sortez d'ici et vous faites votre demande. C'est comme ça que je l'ai compris. Hein. C'est bien. Alors, j'ai un problème parce que moi, je suis une PME et j'ai un problème de trésorerie. Et on ne sait pas le tout, mais si à la fin de l'année, il faut que j'attende pour avoir dépensé mon million d'euros, ma trésorerie, elle ne va pas faire. Donc, je vais me tourner, c'est pas toi qui feras le discours, je vais me tourner vers le banquier parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions. Donc, je vous présente Daniel Cassin du CIC pour financer ça parce que maintenant, il y a, ce qu'on peut dire, une délégation, un produit spécial, comment ça s'appelle ? Un produit qui s'appelle Financement Assurance Prospection. Une convention que nous avons signée en tant que groupe bancaire Crédit Mutuel CIC avec la Coface, comme bon nombre d'ailleurs de banques françaises, et qui permet en fait à la banque d'apporter un crédit court terme à l'entreprise pour le montant du budget de prospection qu'elle a déposé à la Coface. Alors c'est sur la base d'un an. Et comme on sait bien que l'argent c'est le nerf de la guerre, en fait PVI a la chance d'être déjà client d'une de nos agences, du Crédit Mutuel BECM. Et donc à ce titre-là, nous permettre peut-être d'analyser le dossier de manière plutôt favorable, dans la mesure où déjà vous avez initié une négociation avec la Coface. Mais là-dessus, le banquier il ne prend pas de risque, hein. C'est-à-dire qu'en fait la Coface lui délègue une garantie. Enfin, lui délègue le remboursement en fait, de la garantie qu'il a accordée. En fait, c'est un crédit qui est consenti à une entreprise et comme tout crédit, il doit faire l'objet d'un accord de notre direction des engagements. Donc il n'y a jamais de prêt d'argent sans risque. Et il y a le risque opérationnel. Il y a simplement la convention que nous avons signée avec la Coface qui permet en fait de garantir les sommes qui ont été prêtées à l'entreprise pour en cas de faillite ou en cas de non-remboursement. Ce risque est à 100%, garanti à 100% jusqu'à 100 000 euros et à 80% au-delà de 100 000 euros. Donc il y a une partie quand même du risque qui est porté par la banque pour les gros dossiers. Cela dit... Donc là, sur 1 million d'euros, il y aura quand même 20% de risque. Absolument, 20%. Alors la convention permet en fait de donner une délégation de la Coface à la banque pour le montant des indemnités qu'elle va payer en fin d'exercice. Nous nous engageons uniquement pour un crédit court terme d'une seule année, qui permet en fait d'apporter un crédit court terme tiré par billet de trésorerie au fur et à mesure des dépenses. Donc chaque année, il tire sur une ligne de crédit que tu lui mets à disposition. Non, pas chaque année. C'est un accord qui est donné pour la première année. Si le dossier se passe bien, on peut réitérer le dossier pour une deuxième année. Nous ne nous engageons pas pour le montant du contrat Coface. Voilà. C'est-à-dire que pour le montant, de la première année. Oui, parce que si jamais il n'y avait pas effectivement de dépenses, et ben, là tu te retrouveras avec un crédit d'engagement. Mais de toute façon, la Coface ne rembourserait au niveau du montant des dépenses réalisées. Donc il y a des solutions de trésorerie avec le, comment s'appelle, FAP ? Avec le FAP, Financement Assurance Prospection, ce qui permet en fait à l'entreprise d'obtenir directement le crédit court terme pour le montant de ce budget prospection et surtout d'avoir un effet de levier qui lui permet d'inclure dans ce budget de prospection un certain nombre de dépenses. On n'a pas noté notamment le recrutement d'une personne dédiée à l'export qui souvent est un moyen pour les entreprises de se positionner véritablement sur les marchés internationaux. Et puis on doit dire que lorsque la banque apporte son préfinancement, c'est vrai que la Coface est beaucoup plus diligente dans les délais en fait, d'accord et elle répond généralement dans les 20 jours. Et nous avons également pour apporter notre accord de préfinancement 10 jours après la signification de l'accord de la Coface. Okay. Donc on va vite. Et Merci, on peut même Daniel. aider l'entreprise à déposer son dossier en ligne. Laurence, je vous présente Laurence Daligo, d'Oseo. Alors, vous avez déjà soutenu Oseo, entreprise innovante. Ça y est, on est dans le cœur de métier d'Oseo. Absolument. On est tout à fait dans le cœur de métier d'Oseo. Mais alors, par contre, sur l'international, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui ?
Absolument. Donc c'est effectivement l'entreprise cœur de cible, je dirais, pour Oseo, parce que c'est l'entreprise de croissance, PVI, qui se développe et qui en plus cherche des parts de marché à l'extérieur, donc se développe à l'international. Et donc on a cité effectivement priorité Chine, Canada. Alors, elle a besoin, vous nous l'avez dit, donc vous avez budgété à peu près 1 à 2 millions de besoins de financement. Et effectivement, Oseo a des produits de cash. Donc Oseo est là pour apporter ce qu'on a appelé nous des sucres lents, hein, pour muscler en fait les fonds propres des entreprises. Et on a des produits, donc ces fameux produits de cash, à concurrence jusqu'à de 20 000 € à 3 millions d'euros, alors aux côtés des partenaires bancaires, ce que nous avons fait d'ailleurs déjà en septembre 2010 chez PVI, mais c'était pour un montant de 500 000 €, donc là nous jusqu'à 3 millions d'euros, on peut effectivement mettre un nouveau contrat de développement participatif pour financer, là cette fois-ci, à proprement parler, le développement à l'international de PVI. Si l'entreprise était moins grosse, s'il y avait simplement 100 ou 200 000 €, voilà. Tu as un petit produit. Voilà, c'est ça. Il y a le petit, le moyen, le grand. Donc le petit, la fratrie. Là. Le petit, c'est le PPE, le prêt pour l'export, qui démarre à 20 000 avec un plafond à 150 000 € depuis 6 mois. Donc je suis une PME standard. Voilà. Tu peux me prêter 150 000 € maximum. Absolument. Disons 100 000 ou 150 000. Voilà. Sans garantie. Sans garantie, ni sur le dirigeant, ni sur l'entreprise. Avec une caractéristique qui est propre à ces produits de cash, qui est un différé de remboursement du capital de 12 à 24 mois selon le produit. Là, en l'occurrence, sur la solution qui intéresse PVI, différé de remboursement capital de 24 mois. Donc 2 ans pour précisément que l'entreprise garde sa trésorerie, ne tire pas sur sa trésorerie et n'ait pas à rembourser ce prêt durant les 2 premières années. J'ai juste une petite question sur cet outil. Est-ce que le remboursement est uniquement conditionné à la réussite de la filiale ou est-ce que de toute façon, entre guillemets, la maison mère doit rembourser indépendamment de ce qui se passe réellement en Chine, au Canada ou dans un autre pays? Voilà. Donc là, on est dans un prêt, un concours bancaire qui est fait sur la maison mère, donc c'est effectivement la maison mère. Ouais. Oui, alors la garantie, elle est là, oui. Le financement, il est là et là finalement. Voilà. Parce et que là, il n'y a rien à voir. En court terme de financement, tandis que là, on est en train de parler d'une solution de crédit à moyen terme, donc de ressources propres pérennes dans l'entreprise, puisqu'il s'agit de crédit à 7 ans. Quelles sont les conditions pour que je puisse l'avoir? Alors, il faut avoir 3 ans d'existence, donc effectivement, voilà, mais ça... Le cas de PVI, donc il n'y a pas de problème là, voilà. Donc 3 ans d'existence minimum. Et puis ce prêt va être donc mis en place à hauteur à concurrence des fonds propres de l'entreprise. Là, on rejoint effectivement la même analyse que COFA sur l'assurance. Et vous parlez ou parce que est-ce que là, on peut avoir jusqu'à concurrence des fonds propres de l'entreprise et là aussi? Oui. Oui, bien sûr. D'accord. Bien donc sûr. en fait, on peut les deux mécanismes sont tout à fait complémentaires. On est sur des mécanismes qui sont... Il y a une vraie complémentarité entre les deux. Hein. Voilà. Non, mais la règle des fonds propres, elle a ses limites parce qu'effectivement, si un intervenant ont la même règle, on sait très bien que les fonds propres ne suffiront pas. Hein. Mais c'est quand même une règle de base qui est qu'on ne va pas au-delà des fonds propres. Mais c'est vrai que l'assurance prospection, c'est une assurance et c'est le seul produit qui prend en charge le risque d'échec. Monsieur va monter une filiale en Chine. Est-ce qu'il n'y aurait pas une garantie de son risque économique à lui apporter? Alors, voilà, donc ça, c'est effectivement la deuxième possibilité d'intervention d'Oseo. Donc là, on vient de parler des produits de cash. Donc là, on est dans muscler les fonds propres de l'entreprise pour financer son développement. Et la deuxième solution, le deuxième type d'intervention côté Oseo, c'est ce qui s'appelle la garantie de projet à l'international. C'est effectivement garantir les fonds propres que la maison mère apporte à sa filiale hors Union européenne. Donc là, les pays que vous avez cités, pas de problème. Donc voilà. J'investis 500 000 € en Chine. Si jamais ça ne réussit pas, tu me garantis que tu rembourses. Absolument. C'est-à-dire que pendant les 7 ans suite à l'apport de ces fonds propres, durant les 7 ans, on va couvrir pendant 7 ans 50% donc de l'apport en fonds propres. Donc vous apportez 500 000 € effectivement dans votre filiale. Au bout de 3 ans, malheureusement, la filiale périclite. Oseo va vous faire un chèque de 50% de ces 500 000, 250 000 €. C'est uniquement en cas de périclitage, comme vous dites, de la filiale? Oui, en cas de dépôt de bilan de la filiale. Voilà. Monsieur s'implante en Chine, Dominique. Est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose pour lui dans les chambres de commerce? On peut même faire quelque chose pour lui avant qu'il ne s'implante véritablement parce que
une chambre de commerce et d'industrie française à l'étranger, puisque j'ai la chance de piloter à la fois le réseau des CCI en France pour l'international, mais aussi le réseau des CCI françaises à l'étranger. Une chambre de commerce française à l'étranger, c'est une communauté d'hommes d'affaires français implantés, connaissant le pays, connaissant les difficultés, connaissant les rouages. Et avant qu'il ne s'implante, il aura toute une partie de négociation à mener sur la protection de ses produits, sur la protection de ses savoir-faire. Et donc là, le dialogue avec les entrepreneurs, membres d'une chambre de commerce française à l'étranger, et en particulier la chambre de commerce française en Chine, peut lui permettre d'identifier, de réagir, d'anticiper sur un certain nombre de risques potentiels qu'il pourrait encourir avec son développement là-bas. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, une fois qu'il a fait qu'il a pris la décision de s'implanter, on peut le domicilier. Il peut s'installer chez nous à Pékin, où nous avons un plateau de domiciliation d'entreprises qui accueille toute une série de, en particulier PME, PMI, qui du coup ne se retrouvent pas déportés dans un simple bureau d'accueil d'une société à droite ou à gauche, tout seul. Là, il est encadré, accompagné par les collaborateurs. Surtout pour la Chine. D'avoir quelqu'un pour suivre le gars en permanence sur place, ça c'est il est important. À la fois, il est sur un plateau avec un bureau propre, bien entendu, mais avec d'autres chefs d'entreprise qui sont dans la même démarche d'implantation. Ça n'a pas vocation d'ailleurs à être des implantations de très long terme. Ça permet véritablement de démarrer, de créer la structure, de commencer à recruter sur place, de suivre l'ensemble des dossiers techniques et l'ensemble des dossiers de développement commercial. Et il est en partage d'informations permanent à la fois avec les autres chefs d'entreprise qui sont domiciliés sur le plateau, mais aussi les collaborateurs de la Chambre de commerce française ça réduit les risques. À Pékin, avec ses différents bureaux à Shanghai, à Canton, à Wuhan, à Chengdu, qui lui permet comme ça d'optimiser et de maximiser l'information et le décryptage de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut éviter de faire. Donc là, en gros, tu peux faire du coaching, du cocooning sur place pour faire en sorte d'héberger la personne en question et de faire en sorte qu'il réussisse, quoi. On peut domicilier l'entreprise, on peut héberger les collaborateurs de l'entreprise que l'entreprise a choisi d'envoyer en Chine, on peut domicilier, accompagner également un volontaire international en entreprise, qui peut être une option. Je pense pas que dans... Elisabeth, pourquoi est-ce que ça ne serait pas un VIE ? Oui, surtout que nos amis de COFAS et d'Oseo ont parlé des solutions de financement. Tout coûte cher. Hein. VIE, volontariat international entreprise. Mais vous avez effectivement boosté les ressources humaines à l'international. C'est un responsable export, un directeur export, mais c'est aussi des ressources à l'étranger. Et pour vous qui démarrez en Chine, la solution de l'hébergement est un vrai sujet, une vraie question. Et vous avez la nécessité de trouver un lieu d'hébergement pour un collaborateur quel qu'il soit. Eh bien, il y a beaucoup de jeunes diplômés capables d'accompagner un projet comme le vôtre en Chine, parlant chinois, ayant la technicité et l'ingénierie suffisante, parce qu'ils ont la formation initiale qui va bien, qui peuvent être hébergés dans les locaux de la Chambre de commerce. Donc effectivement... Un VIE en Chine, ça coûte quoi ? Enfin, à peu près. Un VIE en Chine, je sais pas, ça coûte au moins 50 000 €, je pense, globalement entre 45 et 50 000 €, tout compris, parce qu'en fait, je parle du budget global. C'est-à-dire, quand on parle d'un budget global, c'est à la fois effectivement le déplacement, les voyages, l'indemnité mensuelle, la gestion et la couverture mensuelle. Et c'est pas éligible au crédit d'impôt, ça ? C'est éligible d'abord, puisque c'est éligible au crédit d'impôt export. On n'en a pas parlé. Vous avez parlé du crédit d'impôt recherche tout à l'heure. Mais effectivement, le recrutement d'un directeur export, d'un cadre export ou d'un VIE est un fait déclencheur du crédit d'impôt export. Ça vous permet effectivement, pour toutes les dépenses éligibles qui restent en suspens, de les intégrer dans un crédit d'impôt export. Donc ça, en gros, c'est, faut se le dire, c'est 40 000 € de cash, hein, parce qu'en fait, on peut aller jusqu'à 40 000 €. C'est 50% des dépenses d'un maximum de remboursement de 40 000 €. Ce qu'on n'a pas dit, qu'il faut absolument réduire, c'est que toutes ces dépenses d'internationalisation, moi je préfère parler d'internationalisation de la PME, toutes ces dépenses d'internationalisation, elles sont éligibles à toutes les solutions financières et d'assurance prospection qui vous ont été présentées, c'est-à-dire les missions individuelles, la participation à des opérations collectives, quelles que soient ces opérations, et puis effectivement les dépenses de ressources humaines. VIE financé par crédit d'impôt, refinancé par l'assurance prospection en termes de garantie.
En fait, tu complètes. Ce qu'il faut dire, c'est que l'ensemble de ces solutions du dispositif public de soutien à votre internationalisation sont compatibles. Ils ont été réfléchis comme cela, et le fait que nous soyons autour de cette table ensemble témoigne du fait qu'on travaille ensemble, véritablement. Que ce soit des chambres de commerce, AOSEO, COFAS, Ubifrance, on travaille en permanence ensemble pour vous aider à mettre en place l'ingénierie de ce projet. Bon. Mesdames et messieurs, le gars qui va coûter 50-60 000 euros, qui va être hébergé chez Dominique en Chine, que Elisabeth aura trouvé grâce au VIE, va être financé par du crédit impôt export, garanti par la COFAS et par Sylvie, et pourra être financé aussi dans le cadre d'un PPE. Des produits de cash, et merci, parce qu'effectivement, je voulais ajouter quelque chose, ça marche. Sur le PPE, il y a un nouveau PPE, nouvelle formule qui sort la cour en octobre chez OSEO en partenariat avec Ubifrance. Alain Rinck en a parlé ce matin sur le plateau de la première partie de matinée. Donc, à chaque prêt pour l'export décaissé, il y aura un bon. Le chef d'entreprise bénéficie d'un bon prépayé de 1 000 € à valoir sur le catalogue Ubifrance. Voilà, donc ça c'est tout nouveau. Antoine, qu'est-ce que les CCE? Alors les conseillers du commerce extérieur de la France, qui sont d'autres patrons, hein, qui sont en France ou à l'étranger, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour PVI? Alors on a bien vu que, on entend, oui. On a bien vu que tout l'aspect financier, structure, etc. était rempli. Nous, les conseillers du commerce extérieur, nous sommes des opérationnels. Et les opérationnels vont s'occuper de tous les aspects stratégiques, construction sur place. Je vais essayer de donner quelques exemples. Opérationnel et bénévole, j'ai oublié de dire. Et bénévole, oui, c'est annexe. Premier exemple, notre réseau. Alors, je vais vous donner un chiffre. Nous sommes 4000 au niveau mondial. Nous avons chacun... 4000 patrons de boîte. Oui, 4000 patrons. Nous avons chacun un portefeuille de relations opérationnelles d'à peu près 2 à 4000 personnes. Ça veut dire qu'on met à la disposition de la personne qui veut aller à l'international entre 8 et 16 millions de relations qui sont directement accessibles. Et en plus, qui sont directement accessibles en étant choisis en fonction du secteur, en fonction du marché, en fonction de ce que l'industriel qui va à l'international veut faire. La deuxième chose qu'on apporte, c'est une compétence à l'international, parce que nous sommes tous des opérationnels de l'international, et donc on a un certain nombre de réflexes. Ces réflexes, ça peut aller depuis l'intelligence économique, ça peut aller à des sujets comme une recherche d'agents. Ça peut consister en une ouverture de porte pour trouver un avocat local, pour trouver quel est le bon banquier local, parce que peut-être que la CIC c'est très très bien ici, et peut-être qu'en Chine c'est un autre, ou peut-être qu'aux États-Unis c'est un autre. Il a pris les bons exemples. Et puis peut-être que c'est le CIC. Donc, en fait, tu fais quoi, du parrainage, tu fais du portage, tu fais... Non. Ça veut dire qu'on... De l'aide relationnelle, quoi. Oui, on va partager le souci à l'international du chef d'entreprise et on va lui apporter notre expérience. Bon, je fais comment pour faire appel à toi? Ça me coûte quoi? Alors, ça coûte rien. C'est gratuit. Non seulement ça coûte rien, mais en plus, c'est souvent un référentiel vis-à-vis de la COFAS ou vis-à-vis d'Ubifrance. C'est-à-dire que nous travaillons dans le cadre de l'équipe de France de l'export, et nous travaillons avec la CCIP, avec la COFAS, avec OSEO, avec Ubifrance. Et quand il y a un dossier qu'on souhaite analyser, ou si on veut valider certaines options, etc., souvent on se tourne vers nous, et c'est nous qui remplissons... Pour faire appel à toi, qu'est-ce qu'on appelle la section locale des conseillers du commerce extérieur? Exactement. En France ou à l'étranger? Alors, nous avons mis en place un système de référents à l'international. Donc, il suffit d'aller sur le site CCE et on trouve la personne. cncef.org. Voilà, et on trouve la personne qu'il faut contacter pour. Bon. Voilà. Et sinon, vous pouvez faire la même chose sur Paris ou sur la région dans laquelle vous êtes implanté. Je résume très vite. On n'a pas dit la moitié des choses qu'on devait dire, mais on est dans un temps qui est relativement contraint. Maintenant, les questions, ma pauvre, il y en a tellement que là, ça va être difficile. L'entreprise ici présente pourrait financer un certain nombre de déplacements. On n'a pas parlé du programme SIDEX.
Bon, qui est une petite aide pour les débutants à l'export, qui est gérée par UbiFrance et qui peut financer quelques billets d'avion, au moins pour découvrir un certain nombre de choses. Première prospection, dit Elisabeth Rochard. Elle peut bénéficier peut-être d'un appui de sa chambre de commerce, notamment dans le cadre de la définition des marchés cibles. Elle va voir la COFAS qui va la garantir d'un certain nombre de choses. Si elle embauche quelqu'un, elle va monter un crédit d'impôt export et ça va lui donner encore du financement. Elle va aller voir Oseo qui va lui dire je peux aussi financer l'immatériel, mais là c'est un prêt alors que là c'est une avance remboursable certes, mais c'est une assurance. Elle va se faire financer ça par son banquier ici présent qui va lui financer ça et aller voir les conseillers du commerce extérieur qui vont peut-être lui apporter un parrainage. On n'a pas fait tout le tour de tout ce qui peut se faire. UbiFrance peut lui faire aussi toutes sortes de mises en marché et les salons. N'oublions pas que les salons, on a un programme salon en France qui est un des plus beaux en Europe, sur lequel il ne faut jamais oublier d'aller vérifier si le salon sur lequel on veut aller n'est pas cofinancé. Ça serait dommage de louper ça sur le site internet d'UbiFrance. Tout ça, mesdames et messieurs, il faut simplement savoir l'articuler. Et j'espère que l'exercice, en tout cas, vous a été utile. Et tout ça ne veut dire aussi qu'une chose, et c'est pour ça que j'ai demandé à Laurent Giscard d'Estaing de parrainer un peu ce colloque, qui est d'Air France. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas d'export. Ça allait être une bêtise ce que je dis là, mais ça ne l'est pas, sans se déplacer. Ça veut dire qu'en l'occurrence, il va falloir prendre votre petite mallette pour aller voir sur un certain nombre de marchés. Laurent, est-ce qu'on a des programmes spéciaux pour les PME qui pourraient leur être utiles et est-ce que vous avez développé ça qui pourrait être avantageux pour une PME? Oui, alors tout à fait. Surtout dans l'exemple qui a été choisi. Donc, une fois que toutes les personnes autour de la table ont bien travaillé, le voyage devient possible et Erwan va pouvoir se rendre en Chine. Et pour ça, il a choisi un bon partenaire aérien, Air France évidemment, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes le premier transporteur entre l'Europe et la Chine, devant nos autres concurrents. On dessert 5 plateformes essentielles en Chine et surtout, on est en joint venture avec les 2 plus grosses compagnies chinoises sur le domestique, qui sont China Eastern et China Western. Parce que ce n'est pas le tout d'aller dans les grandes métropoles, il faut souvent en Chine se déplacer à l'intérieur et on ne peut pas le faire sans avoir des partenaires. Donc, premier transporteur, donc, on est content de venir en soutien aux entreprises qui vont en Chine. Mais également, nous mettons en place une série de produits. On parlait à l'instant des salons et des expositions. Nous avons une offre de services extrêmement intéressante que je vous encourage à découvrir sur notre site internet qui s'appelle MICE, Meeting and Events. Et à partir du moment où un salon est référencé, d'où que vous veniez du monde entier, vous pouvez obtenir des tarifs spécifiques, en particulier quand je participe à un salon d'UbiFrance référencé dans le programme France, j'ai des tarifs spéciaux. Tout à fait. Donc pour ça, il y a un numéro, il y a une référence, il y a un numéro, et à partir de ce moment-là, en citant ce numéro, on peut bénéficier de ce tarif. Et ça marche, c'est pas moi qui le dis, c'est UbiFrance. Donc, et ça marche même très bien, très très bien. On a également mis en place pour les entreprises qui exportent un produit tout simple, qui est gratuit et qui permet aux entreprises d'accumuler du mileage à chaque voyage. Ça vient en plus du système de fidélisation individuelle que vous connaissez déjà. Mais là, c'est l'entreprise qui est fidélisée. Donc chaque collaborateur de l'entreprise, donc les 130 personnes de l'entreprise d'Erwan, si elles voyagent, eh bien, peuvent créditer leur mileage, à titre personnel bien sûr, et en plus au titre de l'entreprise. Les deux en profitent. Les deux en profitent et à l'issue, c'est l'entreprise qui bénéficie d'un crédit de points, soit pour faire un voyage supplémentaire, soit pour faire venir un client de Chine justement en France. Et donc cette offre s'appelle Bluebees. Je vous invite à venir la découvrir sur le salon. Elle est toute simple, il suffit d'un numéro de SIRET et on s'inscrit et à partir de ce moment-là tout fonctionne. C'est entièrement gratuit et c'est consultable online. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un identifiant et un code d'accès, vous consultez le nombre de miles dont vous bénéficiez et ce que vous pouvez en faire pour les utiliser. Voilà, donc on a tout un dispositif qui est à la disposition donc, des entreprises. C'est vrai que nous portons le nom France, mais nous ne sommes pas l'État français, donc nous accompagnons les entreprises à l'export. Nous sommes nous-mêmes exportateurs essentiellement, puisque nous travaillons essentiellement sur l'international. Et évidemment, nous sommes un partenaire sur lequel on peut compter. Je dis alors, la vérité,
c'est que, enfin on ne devrait pas dire ça comme ça, parce que en fait, la concurrence est ouverte, mais plus on aura des départs France importants, plus vous desservirez un nombre de destinations important, plus on sera performant. Parce que quand on a plusieurs liaisons avec la Chine, plusieurs avec le Canada, plusieurs avec les États-Unis, etc., plus tu multiplieras les départs, plus moi je pourrai être rapidement sur place, plus je pourrai faire des allers-retours vite, et plus je serai performant. Donc quand vous réservez votre billet d'avion, ayez une petite pensée quand même à ça, c'est-à-dire que si vous soutenez le transporteur qui a le plus de départs en national, et bien moyennant quoi il va multiplier les départs, et plus il multipliera les départs, plus nous, on y gagnera. Merci, écoute, tu fais tout à fait la promotion de notre métier, c'est tout à fait exact. Surtout au départ des provinces françaises, on a souvent des difficultés pour maintenir des programmes d'exploitation dans l'Hexagone, parce que souvent il n'y a pas les courants de trafic suffisants, et parfois eh bien, les clients pensent bien faire en prenant la route ou le rail. Ils oublient simplement qu'en ne subventionnant pas le transport aérien, ils participent quand même à la paupérisation de la desserte aérienne. C'est particulièrement vrai dans des territoires plus enclavés comme le Limousin ou l'Auvergne, où on a du mal parfois à maintenir des lignes aériennes parce que les entreprises utilisent d'autres modes de transport. Alors que avoir des avions qui partent et qui arrivent de Clermont-Ferrand ou de Limoges, c'est particulièrement important pour le tissu économique local. Je n'ai plus qu'à tous vous remercier. Merci Erwan d'avoir joué le jeu. Je suis désolé, je ne t'ai pas laissé beaucoup la parole là en finale. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'abord? Oui, juste en quelques mots, c'était très intéressant cette rencontre. Étonnant parce que je pense que chez PVI, on a essayé de faire attention depuis un an à effectivement pouvoir profiter de cette équipe de France à l'export, mais on est vraiment très très loin d'en avoir fait le tour, puisque je pense qu'autour de la table, j'ai dû faire à peu près à la moitié des outils disponibles et pas plus. Et donc ça nous laisse encore beaucoup d'autres opportunités. J'ai quand même un rêve, c'est un jour d'avoir une équipe de France à l'export avec un guichet unique. Mais ça, c'est un grand rêve. Mais on va lui présenter le ministre, je pense que... Parce que ça facilite toujours un peu la vie. Mais en attendant, effectivement, ça fait beaucoup d'opportunités. Et pour nous, dès en tout cas le 4e trimestre de cette année. Moi, je vais vous répondre là-dessus. En Seine-et-Marne, puisque vous êtes en Seine-et-Marne, comme dans tous les départements en Ile-de-France, on y travaille. La Chambre de commerce de Seine-et-Marne a des portes ouvertes qui s'appellent les Journées de l'export, une fois par mois. Vous pouvez y retrouver tout le monde, tous les acteurs autour de la table. Vous pouvez prendre rendez-vous. Et c'est la Chambre de commerce de Seine-et-Marne qui mettra autour de la table Oseo, COFAS, Ubifrance et conseiller du commerce extérieur de la France. On cherche toujours à aller plus loin finalement, et des fois on a des solutions à notre porte. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu à tous, et j'espère que ça vous a été tous profitable.